Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bonne journée, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est André Valigny. Bonjour André Valigny. Bonjour Cyril Viguier. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale et vous serez interviewé ce matin sur l'actualité par Perrine Tarnaud de Public Sénat. Bonjour Perrine. Bonjour Cyril. Et Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour Cyril, bonjour à tous. André Valigny, vous êtes juriste de formation. La fuite des 2 pilotes français condamnés à 20 ans de prison à Saint-Domingue pour trafic de drogue suscite de nombreuses interrogations depuis hier. Premièrement, ont-ils eu raison de s'enfuir? Comprenez-vous à titre personnel leur décision? Je rappelle que Bruno Odos, un des 2 pilotes, a de la famille à Grenoble. Moi, je ne connais pas le détail du dossier puisque vous avez dit que je suis juriste. Un juriste, avocat de surcroît, ne se prononce jamais sur un dossier sans le connaître précisément. Donc moi, je ne peux pas en dire plus que ce que vous avez dit. Ils ont voulu s'enfuir. Lorsqu'on s'estime injustement condamné, et c'est leur cas, dans un pays étranger et dans des conditions pour le moins discutables, je parle du procès, on peut comprendre qu'ils aient voulu s'enfuir. Voilà, pour le reste, attendons d'en savoir plus. Vous le connaissez, Bruno Odos? Sa famille est originaire Non, je ne le connais pas, mais sa famille est originaire de Grenoble. Il m'avait saisi de son cas, bien sûr. Le président de la République lui-même était informé de cette affaire, le Quai d'Orsay aussi. Mais à ce jour, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas plus que vous ce qui s'est passé précisément lors de cette évasion. L'actualité, Perrine Tarnaud, avec les régionales. Oui, d'abord, et les déclarations de Manuel Valls hier soir au Bondi Blog. Il est hors de question de laisser le Front National remporter une région, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Est-ce que ça signifie, André Valigny, qu'entre les 2 tours, si le Parti Socialiste arrive en 3e position, derrière les Républicains et le Front National, il doit se retirer? Je ne répondrai pas à cette question, Madame Tarnaud. Je me refuse à répondre à des questions sur le 2e tour tant que le 1er tour n'est pas passé. C'est pourtant une question qui se pose. Il y a des avis divergents. C'est vous qui posez cette question. Ce sont les journalistes qui posent cette question. Sur le terrain, chez moi en Rhône-Alpes, Auvergne, dans toutes les régions de France, les candidats socialistes, les militants socialistes font une campagne acharnée pour faire le meilleur score possible au soir du 1er tour. C'est au soir du 1er tour que l'on verra les résultats. Avant, il serait incompréhensible pour les militants, pour les socialistes, pour les électeurs, qu'on anticipe sur le 2e tour. Battons-nous, faisons le meilleur score possible au 1er tour et on verra ce qui se passe. Mais si vous ne souhaitez pas anticiper, ça veut dire que vous êtes mal à l'aise? Mais pas du tout, mais je ne suis pas mal à l'aise du tout. Je dis qu'au soir du 1er tour, on peut avoir de bonnes surprises. Les sondages, d'abord, se trompent, souvent, depuis une quinzaine d'années, ils se trompent en France aussi. Là, il faudrait qu'ils se trompent. Ils se sont souvent trompés aux États-Unis, ils commencent à se tromper en France, premièrement. Deuxièmement, nous avons plus d'1 mois de campagne devant nous. Et troisièmement, nous allons, et je le fais moi à mon niveau parce que je suis justement chargé de la réforme territoriale, nous allons tout faire pour faire comprendre aux Français, de gauche notamment, qu'il s'agit d'élections régionales, pour élire des exécutifs et des conseillers régionaux. Alors, assez de politisation nationale de ce scrutin. Ça nous a coûté cher au départemental, ça risque de nous coûter cher au régional. Il faut ramener les régions à ce qu'elles sont, c'est-à-dire élire des femmes et des hommes qui dirigeront les régions françaises pendant 6 ans, les nouvelles régions françaises, avec leurs nouvelles compétences. On a fait une réforme territoriale qui renforce les régions françaises. Il s'agit de ça et pas d'autre chose. Véronique Jacquier. Oui, cela dit, André Valigny, vous ne pouvez pas écarter quand même l'idée du contexte national. Manuel Valls a relancé clairement l'idée hier soir d'un front républicain quand il dit qu'il ne faut pas laisser Marine Le Pen gagner, enfin le Front National gagner une région. Donc lui, il se positionne clairement. Non. Vous savez aussi qu'il y a des élus socialistes qui ne sont pas d'accord. Vous êtes divisés entre vous. Et il y en a même qui parlent d'une fusion technique de listes entre les Républicains et la gauche avec un accord sur une possible répartition des sièges. Donc ils vont plus loin que vous. Que les socialistes ne soient pas tous d'accord sur tous les sujets, ce n'est pas un scoop. Chacun a son appréciation de la situation et de la situation qui sera celle que nous connaîtrons dans les régions françaises. Et les situations ne seront pas les mêmes d'ailleurs d'une région à l'autre. Ce qu'a dit Manuel Valls hier soir, je ne l'ai pas entendu en direct, mais j'ai lu les déclarations qu'il a faites. Il a dit qu'il faut tout faire pour empêcher le Front National de gagner. Je suis d'accord. Tout faire, ça veut dire faire la meilleure campagne possible au 1er tour. Pour que, au soir du 1er tour, le total des voix de gauche soit supérieur au total des voix de droite
et peut-être aussi du Front National. Parce que si on s'aperçoit au soir du premier tour que les voix socialistes, plus les voix Front de gauche, plus les voix écologistes, plus les voix d'hiver gauche, tout ça additionné aboutit à un résultat potentiel qui nous permet de gagner la région, pourquoi devrions-nous nous retirer? Attendons le premier tour. Manuel Valls a enterré hier soir l'idée d'un référendum sur le droit de vote des étrangers. Le Premier ministre a reconnu qu'il n'y aurait pas la majorité au Congrès et que de toute façon les Français voteraient massivement non si on leur posait la question lors de ce référendum. C'est la peur là aussi de la montée du Front National qui explique des propos aussi francs de la part du Premier ministre? Manuel Valls, il est toujours franc. Il est carré, il dit les choses. C'est ce que j'apprécie, entre autres, beaucoup chez lui. Enfin, jusqu'à présent, c'était un serpent de mer à gauche, cette question. Oui, on en parle depuis les années Mitterrand, du droit de vote des étrangers. Nous sommes toujours favorables, nous les socialistes, au droit de vote des étrangers aux élections locales. Nous n'avons pas changé. Le problème, c'est que le contexte n'est pas favorable à cette idée aujourd'hui en France. Prendre le risque d'un référendum qui échouerait, ce serait prendre le risque d'enterrer pour très longtemps cette réforme qu'il faudra faire un jour. Donc Manuel Valls considère, et il a raison, que l'état de l'opinion publique aujourd'hui ne permet pas d'envisager un référendum sur ce sujet. Perrine Tarnaud. André Valigny, le Sénat a rejeté hier le projet de loi constitutionnelle pour ratifier la charte des langues régionales. Vous le regrettez ? Je le regrette, je comprends l'argumentation des sénateurs et des députés demain qui s'opposeront peut-être, sans doute, à cette charte des langues régionales. Moi, je suis comme vous. À droite, ici, ils ont dénoncé une mesure électoraliste, quelques semaines des élections. Oui, eux ne font jamais d'électoralisme, tout le monde le sait. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a une crispation qui n'a plus lieu d'être sur cette affaire des langues régionales. Chacun craint toujours, dans ce débat, dans ce genre de débat, pour l'unité de la République, pour son indivisibilité. Nous sommes tous les héritiers de la Révolution française, d'un État unitaire, d'une République une et indivisible. Ça remonte à 1789, à Robespierre, aux Jacobins, à Napoléon Bonaparte, à la Troisième République, pour avoir une référence moins sulfureuse que celle de Robespierre. Nous sommes les héritiers de tout ça et nous sommes très attachés à l'unité de la République. Pour autant, est-ce que le fait de reconnaître et même de valoriser les langues régionales qui font partie du patrimoine culturel de nos régions, de nos anciennes provinces, est-ce que c'est un vrai risque pour la République? Je ne le crois pas. Donc je regrette les crispations, même si je les comprends. Parce que vous avez dit, Madame Tarnaud, que certains accusent la droite de faire de l'électoralisme avec ça. La droite nous reproche la même chose d'ailleurs. Je pense que à droite comme à gauche, parce qu'à gauche, tout le monde n'est pas d'accord non plus avec cette réforme, avec cette reconnaissance des langues régionales. Je pense qu'il y a des crispations qu'il faut comprendre. Là aussi, c'est peut-être le timing qui et qu'il faut apaiser. Bon. Oui, mais ce n'est pas de notre fait s'il a fallu autant de temps pour inscrire ce texte à l'ordre du jour. Non, pas forcément. Au Sénat. Il a été remis un peu à l'ordre du jour aussi par le gouvernement, par l'exécutif. Il aurait pu être inscrit un petit peu plus tôt. Oui, enfin, il fallait aussi l'accord du Sénat. Ouais. Véronique Jacquier. Pour la prochaine présidentielle, le député socialiste Jean-Jacques Urvoas propose que la liste des 500 parrainages des candidats soit rendue publique. Jusqu'à présent, certains noms étaient tirés au sort. C'est une façon, évidemment, pour que les élus assument politiquement leur choix. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Oui, totalement. Totalement, il faut pratiquer la transparence, c'est un mot à la mode. Il faut qu'un élu de la République, maire, conseiller général, conseiller régional, lorsqu'il décide de parrainer la candidature d'une femme ou d'un homme à la présidence de la République, rende public ce parrainage, bien sûr. C'est le Front National qui est dans la ligne de mire? Ah, mais pas du tout, il ne s'agit pas de se cacher, on ne doit pas se cacher. Quand on est élu de la République, on assume ses responsabilités, on assume ses actes. Donc je suis favorable à la transparence dans ce domaine. Sur ouais, on va revenir peut-être sur les chiffres du chômage, sur la baisse du chômage. Manuel Valls a jugé que c'était évidemment le fruit des réformes du gouvernement. Mais après, à partir là de 2016, quelles nouvelles réformes pour amplifier peut-être cette baisse du chômage ? Pourquoi de nouvelles réformes, toujours de nouvelles réformes? Faisons déjà vivre, appliquons déjà, faisons réussir, que la croissance est suffisante faisons réussir les réformes qui ont été votées. J'entendais ce matin à la radio, sans doute sur Sud Radio, en venant, absolument, vous avez tout à fait raison là-dessus. En venant dans votre studio, j'entendais des éléments d'information sur le coût du travail en France et en Allemagne. Le coût du travail est maintenant en France un peu inférieur à ce qu'il est en Allemagne. Le coût du travail. On a souvent dit, un peu inférieur. On a trop souvent dit que le travail coûtait trop cher, que la France n'était pas compétitive sur le plan économique parce que le travail coûtait trop cher. Nous avons inversé cela. Nous avons fait en sorte, avec le crédit compétitivité, impôt compétitivité emploi, nous avons fait en sorte que les entreprises bénéficient de 30 milliards d'allégements. Mais vous avez vu que selon la même étude, André Valigny, le marché du travail est aussi plus précaire en France.
Oui. Ça, c'est inquiétant peut-être, non? C'est inquiétant, bien sûr. La précarité, ce n'est jamais souhaitable. Il faut que le marché du travail soit le moins précaire possible. Et en même temps, lorsque nous avons un chômage de masse, il faut aussi parfois savoir en passer par des phases de précarité, de contrat à durée déterminée ou d'intérim pour ensuite obtenir un CDI. Il faut être réaliste, ne pas se cacher la réalité. Donc, le coût du travail est maintenant à un niveau raisonnable. Le crédit impôt compétitivité emploi, mesure importante, 30 milliards d'euros d'allègement de charges, commence à porter ses fruits. Donc si d'autres réformes sont nécessaires pour rendre le marché du travail plus compétitif encore, nous les ferons. Mais je le répète, Madame Tarnaud, nous avons décidé beaucoup de choses qui commencent à monter en puissance, qui commencent à porter leurs fruits. Ça suffira pour inverser la courbe du chômage? Je l'espère. Le chômage a commencé à diminuer. Se représenter en 2017 Oui, j'ajoute que lorsqu'on regarde les choses de près, en Aquitaine, et Dieu sait si Alain Rousset mène une politique très active en matière d'emploi, très active. C'est vraiment le président de région qui donne le là, qui est souvent suivi par d'autres en matière de dynamisme économique. Eh bien, en Aquitaine, le chômage a baissé 2 fois plus qu'au niveau national. Les dernières statistiques montrent que c'est en Aquitaine que le chômage baisse le plus. Et je reviens au régional, cela montre que quand un président de région fait le maximum pour dynamiser économiquement sa région, ça peut marcher. Donc parlons des enjeux régionaux. Et cessons la politique parisienne. Les régions n'ont pas la main sur le chômage. Les régions n'ont pas la main sur le chômage, Madame Tarnaud. Les régions ont la main sur l'emploi. Sur l'emploi, sur le développement économique, sur l'économie. Elles vont avoir le quasi-monopole, l'exclusivité des politiques économiques. C'est la réforme territoriale. Ce sont les régions qui, en France, demain, comme en Allemagne aujourd'hui, ce sont les régions qui seront responsables du développement des entreprises, de leur innovation, de leur internationalisation. Ce sont les régions de demain. Vous avez refusé ici au Sénat que les régions puissent avoir la main sur la politique de l'emploi. Je souhaitais qu'elles aient davantage la main sur la politique de l'emploi. Je le souhaitais. C'est vrai, le débat a eu lieu au Sénat, à l'Assemblée aussi. Nous avons fait un pas. Elles seront davantage associées à la politique nationale de l'emploi. Je pense que demain, il faudra aller plus loin encore. Véronique Jacquier. La politique nationale, justement, André Valleni, que faut-il que le président fasse pour l'emporter en 2017? Vous êtes en train de nous donner des petits éléments de réponse, là. Est-ce qu'il faut assumer une ligne sociale libérale, assumer donc la fameuse ligne Macron, ou réunir une gauche qui est complètement éclatée en ce moment? Réunir la gauche, c'est toujours nécessaire quand c'est possible. Quand je vois les déclarations des communistes ou de certains écologistes, je me dis que ce ne sera pas facile. En tout cas au premier tour. Tout reste possible au deuxième tour, y compris au régional. Donc je ne suis pas pessimiste, moi, pour les régionales. Pour le reste, la ligne sociale libérale, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis socialiste. Socialiste. Et pour moi, socialiste, c'est une contraction de social et de réaliste. Aujourd'hui, les socialistes au pouvoir, le gouvernement auquel j'appartiens, eh bien, sont des socialistes, bien sûr, fidèles à l'idéal de justice sociale, d'égalité républicaine, et en même temps réalistes. Nous prenons en compte la réalité économique, la mondialisation. Bien sûr, la nécessité de faire en sorte que nos entreprises soient plus compétitives, allègement des charges, crédit impôt compétitivité. Donc le socialisme d'aujourd'hui, le socialisme de François Hollande, c'est du socialisme qui s'adapte à la réalité économique. Donc vous aurez du mal à convaincre une certaine gauche? Je ne désespère pas que cette certaine gauche, comme vous dites, devienne réaliste et prenne en compte les réalités d'aujourd'hui. Le fait que la France est engagée dans une compétition internationale sur le plan économique. On peut très bien, et c'est ce que nous faisons, réarmer la France sur le plan industriel, la rendre compétitive sur le plan économique, sans renoncer aux acquis sociaux. Il n'y a pas d'austérité en France. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, au Portugal, en Grèce. Là, il y a eu de l'austérité. Là, il y a eu des reculs sociaux. Depuis que François Hollande est au pouvoir, depuis 2012, aucun recul social. Aucun renoncement à quelque acquis social que ce soit. Donc mais une modernisation économique. Vous pouvez nous dire que c'est la ligne Macron qui l'emporte? Il n'y a pas de ligne Macron ou de ligne Intel. Moi, je suis membre du gouvernement de Manuel Valls qui réforme la France, qui la rend plus compétitive dans la fidélité avec François Hollande aux idéaux de la République, de la République sociale. Dernière question, Perrine Tarnaud. Oui, une dernière question sur la dotation globale de fonctionnement. Les élus locaux continuent de batailler contre votre projet de réforme. Est-ce que vous craignez un congrès mouvementé, le congrès de l'association des maires à la mi-novembre? Et est-ce que vous ne craignez pas également d'être désavoué lors de l'examen du projet de loi de finances 2016, vu le nombre d'amendements déposés contre cette réforme? Et je rappelle un chiffre, 11 milliards de moins en 3 ans. C'est ce qui fait peur. 11 milliards de moins en 3 ans, c'est 20% du plan d'économie de 50 milliards que le gouvernement a décidé. Et 20%, c'est le poids que pèsent les dépenses locales dans la dépense publique nationale.
c'est 20%. J'ajoute que la droite propose, elle, un plan d'économie de 100 à 150 milliards d'euros, plan d'économie qui ferait peser 25 à 28 milliards sur les collectivités locales. Donc la droite dénonce notre plan d'économie, notre diminution des dotations aux collectivités locales. Elle ferait bien plus, et j'allais dire bien pire encore. Mais vous n'avez pas désamorcé pour l'instant la grogne des élus. Les élus ne sont pas contents, on baisse les dotations, évidemment. On n'a jamais vu un élu... Ça va être chaud au Congrès des maires? Ça va être sans doute un peu difficile, on y sera, on fera front. Vous y serez avec qui, François Hollande ou Manuel Valls? Je ne sais pas encore. Manuel Valls devrait venir au Congrès des maires. Nous serons plusieurs ministres. Moi, je fais le tour de France. Je vais dans les départements les plus ruraux, les plus enclavés, les plus éloignés des centres urbains, ceux qui se disent abandonnés par Paris. J'ai été dans le Cher, dans le Tarn, la Lozère, le Cantal, la Haute-Loire. Partout, j'affronte les élus locaux. Et ça se passe bien. Ils ont compris qu'il fallait que l'argent public étant devenu plus rare, qu'on fasse tous des économies sur le fonctionnement de nos collectivités. Alors nous irons au Congrès des maires, leur expliquer pourquoi nous baissons les dotations et pourquoi nous réformons la DGF. C'était votre question, Madame Tarnot. La DGF, elle est devenue illisible, très compliquée et injuste. Elle aggrave les inégalités. Donc quand il y a moins d'argent, il faut aussi qu'il y ait plus de justice. C'est pourquoi nous allons faire cette réforme de la dotation globale de fonctionnement. Merci André Valigny, Merci. Vous êtes secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. À bientôt sur ce plateau. Merci Perrine, merci Véronique. Merci Cyril. Dans un instant, on passe à la deuxième séquence de cette matinale d'infos avec l'analyse de l'actualité et des déclarations de André Valigny sur ce plateau avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Dans un instant. Voilà, nous accueillons aujourd'hui deux éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Pascal Jalabert, qui représente aujourd'hui, bonjour Pascal, le Dauphiné libéré, un des journaux du groupe EBRA. Et nous accueillons Jean-Michel Elvig, qui représente la République des Pyrénées, du groupe Sud-Ouest. Bonjour messieurs. On attaque tout de suite avec ce qu'elle vient de déclarer sur ce plateau il y a quelques instants, donc André Valigny, sur les régionales. Alors, lui, il ne veut pas répondre à la question centrale aujourd'hui qui agite tout le PS. Pourquoi, à votre avis? Oui, qui agite le PS et qui agite le Front républicain. Oui, le microcosme médiatique. André Valigny, il est conscient qu'il y a un premier tour, qu'on n'est pas encore au deuxième tour. Et là où je note un désaccord sur la stratégie avec Manuel Valls, qui existait déjà ce désaccord lors des départementales. André Valigny ne veut pas faire une campagne nationale, ils sont beaucoup comme ça au PS. Il veut faire 12 campagnes régionales, ou 13 si on compte la Corse, avec un débat sur les projets régionaux, sur les enjeux régionaux. Et il ne veut surtout pas nationaliser la campagne. Ce que commence à faire Manuel Valls, c'est qu'il avait déjà fait au départemental. Manuel Valls pense avoir maintenu des départements à gauche grâce à ça. D'autres élus locaux disent non, si on a sauvé le département, c'est parce qu'on a fait notre campagne. Le débat est ouvert. Jean-Michel Elvig, son affaire à lui, c'est rien avant le premier tour, évidemment, et puis on verra les résultats de Total Gauche. C'est logique. N'importe qui d'autre, n'importe quel autre parti pourrait difficilement dire, de toute façon, on va se faire étendre, on sera dernier. Sauf qu'ils sont très désunis au PS. Troisième, quatrième. Pratiquement trois options possibles. Anticipons les choses en nous désistant par avance. Non, il apporte deux choses, je crois, au débat. D'abord, la phrase de Valls est très forte. Quand il dit « hors de question », si les mots ont un sens, c'est que la question ne se pose plus de savoir si il faut rester, pas rester au second tour, dès lors qu'il y a une chance que le Front National l'emporte. Quand il dit que Valls a dit qu'il fallait tout faire, c'est à la fois vrai, mais il a dit aussi qu'il est hors de question de... Alors, la deuxième chose qu'il apporte et qui est intéressante, je crois, c'est qu'il dit au soir du premier tour, il faudra faire le total des voix gauche, absolument, gauche, extrême gauche, écologiste, pour savoir si, effectivement, il y a une chance ou pas de l'emporter. Ça, évidemment, ça peut conduire à ce qu'au deuxième tour, la liste arrivée troisième, qu'elle soit socialiste ou autre, se maintienne, puisque le total... Alors, évidemment, le total, après, est-ce qu'on peut le faire compte tenu des divergences de premier tour? Pascal Jalabert. Oui, il faut rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs la règle. Ce sont les seuils qui sont très importants en régional. On sait que le maintien est à 10% des exprimés et que la possibilité de fusion est à 5%.
Donc, si on a une liste socialiste qui a un score, qui est troisième avec un score entre 15 et 20%, il faudra voir sa capacité de fusion avec des listes de gauche qui sont quand même éparpillées. Oui, il va même plus loin. Il dit ne succombons pas au sondage, il est possible que la gauche fasse un très bon score. Oui, oui. Encore une fois, dirait-il le contraire, on trouverait un peu fou. Il faut ajouter un point de droit qui est très important. Qui décide de se maintenir ou de fusionner au second tour? C'est la tête de liste. Personnellement. C'est pour ça d'ailleurs que les écologistes ont systématiquement voulu être tête de liste dans les listes avec le Front de gauche, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais vous suggérez qu'il pourrait ne pas suivre les consignes du parti, la tête de liste? Compliqué. C'est déjà arrivé, oui, c'est arrivé régulièrement. Il ne faut pas oublier que quand même, dans les têtes de liste écologistes, vous avez beaucoup de vice-présidents sortants de région. C'est une donnée à prendre en compte. Idem au Parti communiste. Vous avez aujourd'hui, en dehors de un ou deux exécutifs régionaux, tous sont gérés par des exécutifs qui représentent toute la gauche. Donc, ça voudrait dire que s'ils ne fusionnent pas, ils n'existent plus dans les régions. Alors, ils n'existent pas beaucoup dans les départements, presque pas dans les villes. S'il n'existe plus dans les régions, ça va quand même être compliqué pour les écologistes et les communistes. On passe au deuxième thème qu'il a abordé, qui est le renoncement définitif du droit de vote des étrangers. Personne n'est d'accord, là, au PS non plus, mais il valide totalement la ligne Valls en disant Valls et France, c'est même une des principales qualités que je lui reconnais. Voilà. Le contexte n'est pas favorable, ajoute-t-il. Jean-Michel Elvig. Quand est-il favorable? Il y a quand même une fenêtre de tir, si j'ose dire, où ça pouvait être favorable, c'est quand le Sénat était majoritairement de peu, mais majoritairement de gauche. Le problème était de savoir si député plus sénateur, ça faisait 3/5. Ça se jouait à, je sais plus, vraiment je parle de mémoire, je crois que ça se jouait à une dizaine ou une quinzaine de voix qui auraient été celles de parlementaires du centre, ou de droite d'ailleurs, des Républicains. C'est là qu'il fallait tenter le coup, à mon avis. À ce moment-là, ceux qui auraient voté contre auraient pris une responsabilité. La fenêtre de tir, elle était là. Après, c'est vrai qu'un référendum aujourd'hui sur le sujet, c'est cataclysmique. Pascal Jalbert, je rappelle qu'il s'agit d'élections locales, bien entendu. Oui, il s'agit d'élections locales. Alors, ce genre de loi, de société institutionnelle, en gros, vous avez 6 mois pour les faire après le début du quinquennat. Et encore, 6 mois, c'est déjà long. Ou on les fait tout de suite, tant qu'on est dans l'euphorie, tant qu'on est dans la promesse tenue, où on ne les fait plus. Là, aujourd'hui, en effet, un référendum, c'est complètement inconcevable. On sait déjà qu'au référendum, les Français ne répondent pas toujours à la question, mais alors à celle-là, c'est couru d'avance. Il y a aussi les déclarations de Jean-Jacques Urvoas, le député socialiste, sur les 500 parrainages qu'il souhaite rendre publics. Il est totalement d'accord avec cette option-là. Plus de transparence, a-t-il dit, Jean-Michel Elvig? Oui, ça se comprend. Après tout, moi, je suis citoyen, électeur dans une commune. J'ai envie de savoir ce que mon maire a fait, si possible, de le savoir avant la publication par le Conseil constitutionnel des listes de surcroît avec tirage au sort des noms de parrainage. Ça peut pas être perçu comme une stratégie anti-FN, Pascal Jalabert, non? Franchement, c'est la moindre des choses que le citoyen sache qui son maire soutient. Moi, je vais même plus loin que ça sur la transparence. On élit des députés. Il est normal qu'on sache quelles lois ils ont votées, quelles lois ils n'ont pas votées, quels amendements ils ont déposés, quels amendements ont été votés, pas votés. Là-dessus, ça fait partie de la démocratie, de rendre compte aux citoyens. La présidentielle est quand même le rendez-vous important. On demande aux maires de s'y engager et c'est normal qu'il y ait des parrainages, sinon on aurait des candidatures complètement fantaisistes. Donc il est normal que le maire rende compte aux citoyens de qui il soutient. Je ne suis pas social-libéral, je suis socialiste, a-t-il martelé. Oui, alors, il a apporté aussi une nuance quasi poétique de la définition du socialisme, c'est le social plus le réalisme. C'est une façon de tourner toujours autour de la dénomination. C'est vrai que le mot socialiste, d'abord, historiquement, il est quand même un peu dépassé. Et c'est vrai que la nouvelle définition qu'a donnée Valls pour échapper à ce mot social-libéral qui est tabou, le mot de social réformiste est peut-être plus approprié, mais s'en emparer aujourd'hui, ça veut dire qu'on s'aligne derrière Manuel Valls. Il nous reste quelques secondes pour regarder les unes. On commence, si vous voulez, par celle du Dauphiné libéré.
Alors évidemment, à la Dauphiné libérée, ce sont les pilotes d'Air Cocaïne qui sont revenus. On voit leurs deux photos en grand. On voit leurs deux photos. Donc, et l'un des deux, je le rappelais tout à l'heure, est voilà, des origines grenobloises. Donc Bruno Odos réside à Autran, nous l'avons vu à Autran. Bon, il est très fatigué, mais il nous a quand même parlé. Là, c'est une photo qu'a fait Agostini, notre photographe, et qui lui a pu rencontrer Bruno Odos. Et Jean-Michel Elvig, la République des Pyrénées, aujourd'hui, la une. Oui, aucun Béarnais n'était impliqué, heureusement, dans cette affaire Air Cocaïne. Donc, on titre sur ce cinéma qui c'est une dimension culturelle importante parce que c'est adapté aux nouvelles formes de diffusion. 1583 places de cinéma le 2 décembre, une très locale. À l'échelle. Bah oui, mais c'est le seul cinéma qui a autant de capacités techniques dans le département. Merci Jean-Michel Elvig, merci Pascal Jalabert. Pascal Jalabert, le Dauphiné libéré aujourd'hui du groupe Aurora, et Jean-Michel Elvig, la République des Pyrénées du groupe Sud-Ouest. Merci à vous deux. On se retrouve demain matin, évidemment. Même heure, même adresse. Les programmes continuent sur Sud Radio et Public Sénat et le décrochage avec LCP, évidemment, dans quelques minutes aussi. Au revoir et à demain.